Et c'est parti. Très bien. Donc bonjour à tous. Donc, je suis Béatrice Montama-Duruti, chargée de mission ESS et innovation sociale à ADI Nouvelle-Aquitaine. Notre métier, c'est d'accompagner toutes les démarches d'innovation sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, qu'elles soient portées par des entreprises, des filières et aussi des territoires. Donc aujourd'hui, on va parler de mobilité et de mobilité sociale et solidaire. Pour vous partager quelques chiffres intéressants, il y a déjà un Français sur 4 qui a déjà refusé un poste à cause d'un manque de solutions de mobilité. Il y a aussi 80% des collectivités qui ne proposent pas de solutions de mobilité pour des transports du quotidien. Et surtout, 7 Français sur 10 se déplacent en voiture pour aller à son travail. Donc, on se rend compte de plus en plus, qu'on soit citoyen ou collectivité, qu'il y a la politique des transports en commun, des transports du quotidien, qui sont plus forcément adaptés aux nouveaux usages, aux nouveaux besoins des citoyens. Et c'est d'autant plus le cas pour les personnes qui sont éloignées des grandes métropoles. Puis, vous êtes tous au courant, bien entendu, de la loi Organisation Mobilité qui a été votée en 2019 et qui a pour objectif de proposer des transports du quotidien à tous les citoyens sur tous les territoires, plus propres, moins coûteux et surtout plus faciles à utiliser. Donc aujourd'hui, on vous propose cette matinée avec Mathieu de la région Nouvelle-Aquitaine et Johan de la Chambre régionale de l'ESS, en Nouvelle-Aquitaine, parce qu'on est persuadé que les acteurs de l'ESS ont des solutions à proposer face à ces nouveaux enjeux. Donc on a organisé véritablement cette matinée autour de cet objectif, donc montrer des solutions de mobilité portées par des acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui n'attendent qu'une chose, c'est forcément d'être déployés sur d'autres territoires ou alors vers d'autres publics. Je passe la parole à Mathieu. Bonjour. Donc oui, pour faire dans la continuité de ce que disait Béatrice, on a fait un travail au sein de la région autour de la direction ESS sur la question de mobilité et économie sociale et solidaire. Dans le cadre de la LOM, la région est confirmée dans son chef de fila autour de la mobilité, puisqu'elle est AOM, autorité organisatrice de la mobilité au niveau régional. Donc elle va mettre en place des bassins de mobilité pour coordonner justement les AOM locales, puisque la loi amène à positionner toutes les intercommunalités, pas que les agglos et les métropoles qui jusqu'ici avaient la compétence mobilité, mais toutes, à se positionner sur cette compétence. Du coup, la région va soutenir particulièrement les structures, les communautés de communes qui, elles, n'ont pas pris la compétence. Donc, c'est à peu près 70% sur la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, il y aura un travail en commun pour mettre en place des plans d'action mobilité avec le soutien de la région. Du coup, nous, ça permet aussi à la direction ESS de bien faire connaître les acteurs de l'ESS auprès de nos collègues du pôle transport, mais aussi de la data, aménagement du territoire, pour trouver ensemble des solutions de mobilité sur l'ensemble des territoires. La nouveauté, c'est aussi que la loi amène sur la question de mobilité au sens large et que la région aussi, de la dénomination de son vice-président, c'est le vice-président aux mobilités, pas seulement transport, infrastructure. Donc ça change un peu aussi le champ d'intervention. Et donc nous, on a fait ce travail-là de sensibilisation en interne et aussi de créer des rencontres entre des réseaux d'acteurs ESS et différentes institutions qui financent la mobilité, pour montrer en quoi l'ESS est déjà très présent en termes de solutions, que ce soit en rural, en urbain, notamment sur des enjeux d'innovation, mais aussi en quoi ça peut être aussi sur des territoires où il n'y a pas de solution ESS à ce jour, une solution intéressante, notamment si on aborde la mobilité comme un bien commun, c'est-à-dire que ce sont des services où tout le monde a intérêt à ce que ça existe sur le territoire, que ce soit des entreprises, des collectivités, des associations, des habitants. Et donc, on essaie de voir aussi comment cette approche ESS peut être pertinente pour répondre à ces problématiques-là. On a aussi des modèles qui se développent comme le modèle société coopérative d'intérêt collectif. Ça peut être intéressant pour travailler en co-responsabilité sur des solutions partagées sur un territoire autour de la mobilité. Donc voilà un petit peu les chantiers nous qu'on essaie de faire avancer pour positionner l'ESS comme une façon d'entreprendre
intéressantes sur ces questions de mobilité. Merci Mathieu. Johan, c'est à toi. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Johan Didier, je suis chef de projet transition écologique à la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire de Nouvelle-Aquitaine. Donc la CRES, donc en raccourci, c'est l'Assemblée régionale qui fédère l'ensemble des structures de l'ESS, à savoir les associations, les coopératives, les mutuelles, j'ai oublié les fondations et les sociétés commerciales de l'ESS. Et donc nous, nos actions, en fait, les actions qu'on mène autour de ces sujets, donc c'est plutôt récent, en fait, qu'on travaille maintenant sur les questions de mobilité, c'est encore naissant. Et donc, on œuvre à ce que, justement, émergent à travers les acteurs de l'ESS, mais pas que, des solutions plus durables. Donc, les aspects environnementaux, pour moi, en tout cas, sont essentiels dans ce travail. Donc, c'est complémentaire, en fait, du travail qui a été présenté par Mathieu et Béatrice. Et du coup, voilà, on essaie de faire émerger des solutions. Donc, on s'implique auprès de clusters ou de think tank. Là, je pense à une sollicitation qu'on a récemment de la part de BAM. Et je les en remercie encore. Je crois que je les ai vus apparaître tout à l'heure dans les participants. Et donc, voilà, du coup, on a pris part à l'organisation de cette journée auprès de Béatrice et Mathieu. Merci. Je rappelle que l'événement est aussi organisé dans le cadre du mois de l'ESS qui démarre aujourd'hui. Donc, bien entendu, on vous encourage à consulter le site internet sur l'événement pour trouver d'autres événements en lien avec l'ESS au plus proche de chez vous et sur d'autres thématiques aussi. Il y en aura d'autres. J'en profite pour faire un peu d'autopromotion. Le 25 novembre, à Guéret, il y a une journée de l'innovation sur l'ESS dans la campagne Réinvente la ville, avec des conférences le matin organisées en partenariat avec Le Monde, où il y aura aussi d'autres exemples d'innovation portées par les acteurs de l'ESS pour répondre à des enjeux de la campagne et comment ça peut aussi être transposé dans la ville. Donc, j'ai fini pour l'autopromo. On va revenir sur le sujet de la mobilité sociale et solidaire. Donc, cette matinée, on l'a organisée autour de 2 tables rondes. La première sur la mobilité en ruralité et la seconde sur la mobilité et le numérique. Bien entendu, il y aura des temps de questions-réponses avec les intervenants de chaque table ronde. Et si on a le temps, on va essayer de faire une pause entre les deux sujets. Donc, sur la première table ronde, mobilité en ruralité, la question qu'on s'est posée, c'est quelles solutions agiles et collectives pour se déplacer. Pour ça, on va vous présenter 2 exemples. RICOP, avec l'intervention d'Alexandre Fauchier, et aussi Cap Solidaire, avec l'intervention de Clément Borodon. Christophe Simonet du CEREMA va intervenir en conclusion de cette table ronde pour vous donner aussi des clés pour mettre en œuvre des solutions de mobilité sociale et solidaire sur des territoires peu denses. Donc, on va démarrer avec Alexandre. Je vous ai vu connecté, parfait. Merci. Bonjour. Donc, Alexandre, vous êtes chargé de projet service de l'auditeur. Est-ce que vous pouvez nous représenter RICOP, bien entendu, même si vous avez une petite notoriété sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, c'est intéressant de représenter le projet, et aussi ce que vous faites dans ce cadre. Bonjour à tous et déjà merci pour l'invitation. Pour présenter RICOP, pour ceux qui ne connaisseraient pas, RICOP c'est une coopérative ferroviaire et depuis septembre nous disposons d'une licence ferroviaire et nous souhaitons opérer en tant qu'opérateur ferroviaire à la fois sur le plan voyageur et du fret. Alors juste une petite aparté sur le fret. RICOP lancera son service fret le 15 novembre prochain entre Viviers-Cap-Denac qui se situe en Aveyron et Saint-Jory du côté de Toulouse. Pour le voyageur, le service commercial RICOP débutera donc en décembre 2022 en réopérant la ligne ferroviaire entre Bordeaux et Lyon qui passe par Montluçon et Limoges. Du coup, voilà. Après, sur le plan de la coopérative, aujourd'hui, on en est à 9600 sociétaires qui sont souscripteurs du projet.
Et ces sociétaires peuvent être à la fois sous la forme de citoyens, d'entreprises, de partenaires ou même de collectivités. Et donc moi, plus particulièrement, qu'est-ce que je fais chez RICOP? Aujourd'hui, je suis en charge des services voyageurs et je dois mettre en place tous les services, mettre en place les services qui seront en lien avec nos trains, que ça peut être autour de la mobilité, mais également la restauration ou bien ce qui va se passer à bord de nos trains. Du coup, voilà. Merci. Quand on a préparé cette table ronde, on a beaucoup parlé de maillage. Donc ma question, c'est à quelle échelle et selon quel maillage vous travaillez l'implantation d'une activité comme celle de RICOP aujourd'hui sur un territoire, que ce soit la Nouvelle-Aquitaine ou sur d'autres lignes aussi? Alors, cette question est intéressante parce qu'on arrive en fait en tant que nouvelle entreprise ferroviaire et nous allons opérer en tant que service librement organisé, les SLO. Et donc, c'est tout nouveau dans le ferroviaire. Et comment? En fait, ces services-là, ils vont s'opérer aujourd'hui au plus proche des besoins des flux et donc des populations. Et nous, on va s'affranchir en fait de toutes ces limites et frontières administratives qui constituent le territoire. Pour un petit rappel historique, l'exploitation du réseau ferroviaire, dit secondaire, aujourd'hui c'est ça qui nous intéresse et c'est là où RICOP opère, il est très territorialisé par son héritage. Pour rappel, au 19e siècle, le plan Freycinet, il disait qu'il fallait desservir toutes les préfectures et les sous-préfectures de France. Du coup, le réseau, il s'est maillé à l'échelle départementale. Puis après, récemment, la compétence ferroviaire est passée aux régions. Et on voit que le réseau, il s'est plutôt maillé à une échelle régionale. Et aujourd'hui, RICOP en fait est né de quoi? Est né de toutes ces petites fermetures de lignes, de ces connexions surtout interrégionales qui ont été fermées ou qui vont fermer. Et c'est notamment à cause de ça qui est né le projet RICOP. Et aujourd'hui, pourquoi RICOP on va intervenir sur la ligne entre Bordeaux et Lyon via Montluçon? Parce que cette desserte ferroviaire est fermée depuis 2014, a été fermée depuis 2014 par la SNCF. Et en fait, elle se situe complètement en fait à cheval entre la région Nouvelle-Aquitaine et la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment entre Guéret et Montluçon. Aujourd'hui, nous constatons que les dessertes ferroviaires au sein de la région Nouvelle-Aquitaine sont très bonnes, au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont très bonnes aussi, mais les connexions interrégionales entre ces deux régions sont insuffisantes, voire inexistantes. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on parle de RICOP aujourd'hui, on parle d'une entreprise qui est plutôt complémentaire à la SNCF et évidemment au TER. Et en fait, nous avons pour but de renforcer l'offre et notamment de remettre en place des offres, sur ce cas-là, interrégionales. On aurait pu également parler, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, nous, RICOP, on agit sur ce créneau-là, mais on voit également que d'autres projets, notamment au niveau local, avec des RER métropolitains, font que le ferroviaire a une nouvelle dynamique ou bien à une échelle plutôt mondiale, comme la route de la soie qui fait parler en ce moment. Et au-delà de l'offre ferroviaire, l'implantation ou la réouverture d'une ligne comme la Bordeaux-Lyon, qu'est-ce que ça apporte pour un territoire au-delà d'une offre de transport de voyageurs? Alors, la question est intéressante à mon sens parce j'y vois deux réponses. La première réponse, c'est que le constat d'aujourd'hui, c'est que, comme j'ai dit au début, on est 10 000 sociétaires composés de citoyens et de collectivités territoriales, alors que la coopérative n'a pas encore commencé à faire circuler des trains et à opérer un service commercial. Donc, on peut constater que le projet, il apporte un engouement, il apporte des réponses et notamment à ces attentes de la population locale et notamment de ces territoires peu denses qui sont les premiers partisans de l'entreprise.
Et aujourd'hui, ces territoires, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils participent déjà, financièrement au projet, mais également à la gouvernance, à la participation au sein des cercles de réflexion qu'on a montés, mais également, et ils répondent également à toutes les consultations de sociétaires qu'on puisse faire pour qu'ils puissent nous apporter soit leur expérience, soit leur vécu, ou leur connaissance des territoires. Donc, en premier lieu, le projet, qu'est-ce qu'il apporte aujourd'hui? Déjà, c'est une effervescence, de l'enthousiasme et un début de dynamisme pour en fait rebondir sur la deuxième réponse, qui va être une réponse un peu plus fictive, parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, RICOP n'opère pas de train. Et qu'est-ce qu'attendent en fait les territoires? La première réponse, évidemment, c'est ils attendent tout d'abord une offre de mobilité ferroviaire séduisante à leurs yeux, qui sont notamment sur des territoires en déclin ferroviaire, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et donc ça, c'est la première mission de RICOP. Mais également, on pourrait réfléchir aujourd'hui et se questionner sur qu'est-ce qu'apporte autre que RICOP, que juste une solution de mobilité, notamment ferroviaire. C'est que RICOP, aujourd'hui, aux yeux des territoires, on peut être utilisé comme un outil de développement local. Parce que nous voyons que la coopérative va apporter du développement économique et social, qui sont deux piliers fondamentaux du développement durable. Et comment elle va faire? La coopérative, en fait, va agir pour les habitants et aider les politiques territoriales en proposant des solutions concrètes de développement. Comment? Par la création d'emplois, l'accès à une mobilité alternative à la voiture, par le train, et également plein d'autres façons qui vont permettre un dynamisme économique pour ces territoires, notamment en s'appuyant sur la restauration locale pour construire notre offre de restauration, la mobilité locale pour construire notre offre de premier et dernier kilomètre que je vais parler, que je vous répondrai après, ou encore sur le tourisme local pour faire vivre les territoires. Mais quand je parle d'outils, c'est que RICOP peut servir en fait à ces territoires peu denses que si ça vient d'eux-mêmes. Aujourd'hui, RICOP n'a pas pour but de créer ou de mettre en place des offres touristiques ou une offre d'hôtellerie dans les territoires desservis. C'est plutôt eux qui ont intérêt à s'intégrer à RICOP et de se servir en fait de la coopérative comme un outil de transport pouvant amener des potentiels clients jusqu'à la ville qu'on dessert ou même l'hôtel si c'est une offre d'hôtellerie en question. Donc on imagine plus avec ces territoires un procédé en gagnant-gagnant que si ça marche dans un sens, ça marchera forcément dans l'autre. Et enfin, la coopérative aujourd'hui, nous souhaitons opérer sur cette ligne Lyon-Bordeaux, mais à terme, nous voulons créer un réseau et mailler le territoire français. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de réfléchir avec nos sociétaires et notamment l'équipe opérationnelle. Et pour pouvoir permettre que ce réseau soit renforcé, le plus compétitif au plan ferroviaire, et puis que tous les territoires puissent s'agréger et participer au projet RICOP dans l'ensemble. Donc là, comme vous l'avez dit, RICOP a déjà quelques succès. La participation citoyenne, c'en est un. C'est déjà remettre ce sujet entre les mains aussi d'un ensemble de citoyens sur tout le territoire. C'est déjà, je trouve, un très beau succès pour le projet. Il y a des enjeux ferroviaires, ça c'est sûr. Et comme vous le disiez, il y a aussi des enjeux de premier et dernier kilomètre. Parce que comme vous avez parlé de process un peu gagnant-gagnant avec les collectivités pour que la ligne apporte du développement économique aussi, et c'est à eux à aussi de travailler. Est-ce que pour vous, vous avez encore des choses à travailler sur ces premiers et derniers kilomètres et avec qui ça se travaille? Et oui, parce que, pour aller un peu plus en détail dans cette question, aujourd'hui nous avons des enjeux spécifiques à ce sujet, mais nous en sommes qu'à des hypothèses. Nous partons aujourd'hui du constat que, notamment dans ces espaces ruraux et territoires peu denses, le constat c'est que le train est souvent, quand il dessert ces territoires, le transport structurant de la mobilité. Mais nous constatons aussi que ces territoires aujourd'hui ne sont pas égaux en termes de solutions, de moyens et de transports disponibles en gare ou proche des gares.
notamment pour les territoires aujourd'hui n'ayant pas de projet PEM, de pôle d'échange intermodal ou de solutions en place autres, nous avons en fait tout intérêt de développer avec ces territoires-là des partenariats locaux ou même faire venir des entreprises ou des partenaires avec qui nous travaillons sur d'autres territoires, de les faire venir dans ces territoires-là qui ne possèdent pas de solutions de mobilité de premier et dernier kilomètre. Donc ce travail-là, on n'en est qu'au début aujourd'hui. Et nous allons commencer une phase d'étude des territoires avec d'autres partenaires de l'ESS notamment, en fait, pour mieux connaître les offres disponibles et les manques. Et notre but, c'est de construire une solution, comme j'ai dit, avec des partenaires, mais également avec des collectivités, ou soit également d'accompagner des projets, notamment des projets privés, comme par exemple, un loueur de vélo proche d'une gare desservie veut agrandir son offre, et veut se lancer dans la location de vélo. Et nous, ce sont complètement ce genre d'initiative qui nous intéresse et nous pourrons complètement, avec cette personne-là, nouer un partenariat pour proposer une solution supplémentaire à notre portail d'offres de mobilité de dernier kilomètre en gare pour permettre à nos voyageurs d'avoir des vélos disponibles pour pouvoir se déplacer une fois arrivés en gare. Et donc, notre but, notre projet, c'est d'aboutir à des solutions durables en impliquant au maximum les territoires et en répondant aux besoins de mobilité d'un plus grand nombre. Merci en tout cas sur le repérage des opérateurs de premier ou dernier kilomètre sur la ligne Bordeaux-Lyon et sur la partie qui est sur la Nouvelle-Aquitaine. Je pense qu'on est entièrement à la disposition de RICOP pour vous aider à les identifier. On serait ravis aussi qu'il y ait des partenariats qui soient mis en place sur le tronçon, en tout cas qui passe chez nous. Merci pour ces éclairages sur votre projet et sur les enjeux aussi que vous avez encore à venir. Est-ce qu'il y a des questions pour Alexandre Fouchier? Vous pouvez soit prendre la parole, soit les mettre dans le chat. Comme vous le voyez, j'ai Véronique Granger et moi qui est mon assistante technique pour ce matin. Donc, on prend les questions maintenant avant de passer aux secondes interventions. OK. Quel est le coût financier pour les EPCI? Donc, Alexandre, vous avez vu la question? Non? J'ai entendu la question. OK. Quel est le coût financier pour les EPCI? Pour rejoindre le projet RICOP? Environnement 3 CLG peut le demander. Voilà. Oui. Alors, aujourd'hui, pour une EPCI, pour rejoindre RICOP, notre politique, c'est 50 centimes par habitant. Donc, une EPCI qui fait 100 000 habitants, pour rejoindre RICOP, devra souscrire à hauteur de 50 000 € pour participer au projet. Merci. D'autres questions? Voilà. En tout cas, s'il y en a d'autres, n'hésitez pas, on les reposera avec grand plaisir. Bon, merci pour votre intervention. Et on va passer à notre second exemple d'innovation en matière de mobilité en territoire peu dense. Donc, ça va être avec Clément Gorodan, directeur de Cap Solidaire. Donc Cap Solidaire, on vous connaît beaucoup en région Nouvelle-Aquitaine parce que vous mettez en place beaucoup d'innovations sur ces sujets de mobilité sociale et solidaire. Vous êtes souvent montré aussi un exemple sur cette capacité à innover et à mettre en place des nouvelles solutions de mobilité. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre offre de mobilité déjà historique et les nouveaux services aussi que vous avez mis en place ces dernières années? Merci, bonjour à toutes et à tous. Vous me recevez bien? Très bien. Merci pour l'invitation, ADI. Alors, je vais essayer de me résumer un petit peu. Donc, effectivement, Cap Solidaire, c'est un pôle territorial de coopération économique qui a été labellisé cette année, mais qui agissait déjà en ce sens depuis 2013 sur un territoire rural à semi-urbain, mais quand même très rural, qui est le Sud Gironde.
ça représente le quart du département de la Gironde, et un bassin de vie d'à peu près 150 000 habitants. Ce bassin de vie, il était caractérisé, et il est toujours, par l'importance d'un nombre de communes rurales disséminées sur le territoire, et donc d'une forme d'assignation à résidence de certains publics, à commencer par les publics dits en insertion, pour qui la mobilité était véritablement le premier frein à l'emploi. Beaucoup de publics qui n'avaient pas le permis, avec souvent l'utilisation d'un véhicule personnel indispensable du fait des secteurs de l'emploi. Et donc, la première initiative qu'on a eue sur la mobilité est en 2016, puisqu'on est devenu, pour le compte du département, une plateforme de mobilité. Une plateforme de mobilité, c'est un dispositif qui, à Cap Solidaire, accompagne 400 personnes par an, un tiers de jeunes, beaucoup de personnes, des allocations, des minima sociaux ou encore des demandeurs d'emploi, à acquérir un niveau de mobilité autonome et inclusive. Donc, on entend par là un bilan de compétences mobilité et puis surtout un bouquet de services derrière qui doit permettre de rendre les gens plus mobiles, soit sur du véhicule avec des microcrédits, avec de la location sociale, mais aussi sur des formes de transport plus durables telles que le transport en commun, le vélo. Donc ça, effectivement, c'est vraiment la mission première sur la mobilité, donc celle qui concerne les publics dits en insertion, et qui démontre en 2020 un impact de plus de 42% sur le retour en emploi de ces bénéficiaires. Sachant que les autres, c'est pas de l'échec, on est sur un accompagnement au long cours, on accompagne jusqu'au bout. Et parfois, les personnes restent dans nos dispositifs 1 an, 2 ans, 3 ans, quand on part de quelqu'un qui, par exemple, au RSA, il n'a pas travaillé depuis un certain nombre d'années, jusqu'au moment où on va être pleinement mobile et autonome et en emploi. Ce sont des démarches plutôt longues, mais qui réussissent. Partant de ce constat-là, on a décidé d'aller plus loin, parce que finalement, sur notre territoire, les problématiques de mobilité étaient plurielles. Elles sont assez unanimement partagées, aussi bien des citoyens que des élus ou des acteurs. On a des problématiques de mobilité dans le maintien à domicile, par exemple, ou pour tous les citoyens, y compris ceux qui sont moins précaires. Donc, on a décidé peu à peu, effectivement, de développer en coopération d'acteurs et sur une approche très territoriale, des solutions de mobilité pour le public des seniors d'une part, mais je ne vais peut-être pas en dire trop long puisque le temps est limité, mais on peut retrouver tout ça sur Cap Solidaire avec une action qui vise à lutter contre l'isolement des personnes âgées et maintenir leur autonomie là encore. Et en un mot, c'est des sorties gratuites sur tout le territoire dès que vous avez 60 ans, avec un transport qui est utilisé en pas de porte. Mais ça ne se limite pas à du transport quelque part. Et puis, on arrive effectivement, nous aussi, sur le calendrier régional avec la prise en compte de cette loi LOM, la volonté effectivement de la région Nouvelle-Aquitaine d'aller plus loin, d'accompagner l'ensemble des acteurs en s'appuyant sur les forces vives. Et on vient d'être lauréat, plaisir d'être lauréat de cet appel à manifestation d'intérêt mobilité innovante de la région, qui là va nous permettre finalement d'être dans du global et du local, c'est-à-dire de poser un dossier de mobilité qu'on a appelé donc nécessairement innovante, solidaire et environnementale, où là l'idée c'est de venir déployer sur une approche test and learn à l'échelle de notre territoire 4 nouveaux services de mobilité qui reposent d'une part sur le principe qu'on pense qu'il n'y a pas de solution magique ou unique. Et on croit effectivement dans l'idée d'un bouquet de services qui se définit un petit peu sur une maxime à chacun selon ses usages, à chacun selon ses besoins. Ces 4 nouveaux services ont pour principe finalement de reposer sur des usages partagés, c'est-à-dire c'est le covoiturage en milieu rural, qui est très compliqué, pas du tout culturel. C'est le vélo électrique. Là, on voit que ça commence à prendre autour des offres en lien avec le vélo, et puis ce qui a été dit tout à l'heure sur les logiques de rabattement de dernier kilomètre, de pôle d'échange multimodal, mais également l'autopartage, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser une voiture de façon assez souple et ponctuelle,
Et puis, le transport d'utilité sociale, donc ça, c'est pas la loi Grand-Guillaume, c'est justement la loi Grand-Guillaume, c'est pas la loi L'Homme. Les décrets sont tombés un petit peu en même temps et ça permet aux acteurs privés d'organiser du transport solidaire en acupuncture de territoire pour répondre vraiment à des besoins de proximité sur un territoire qui est rural. Vous avez parlé de votre méthode d'innovation test and learn. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur voilà, votre philosophie pour créer des nouveaux services de mobilité, comment vous captez le besoin, comment vous trouvez la solution? Alors effectivement, il y a deux méthodes. En fait, il y a une façon de faire qui est par la coopération et qui n'est pas juste un concept, c'est-à-dire que forcément, je me suis résumé, mais l'ensemble des services qu'on met en œuvre est le fruit d'une coopération entre acteurs publics, privés, pour aller porter le service plus loin. Je prenais l'exemple des locations de véhicules. Sur les locations, par exemple, d'auto, on va coopérer avec Apreva, qui est une structure d'insertion dans le 33 et le 47, et on est point relais d'Apreva. On travaille ensemble pour apporter le service. De la même façon que demain, aujourd'hui, même quand on va développer des offres de covoiturage ou d'autopartage, l'idée, c'est toujours de s'appuyer sur les forces vives, publiques ou de l'ESS, pour co-construire les solutions. Plus spécifiquement, pour répondre à votre question, l'idée du test and learn, c'est aussi une de nos méthodes, en fait, de rester agile. J'ai pu assister à la journée des transitions à la région où il y avait un économiste qui travaillait à la data, dont les propos m'ont vraiment plu, puisqu'en fait, aujourd'hui, l'idée, on n'est pas à dire on a une solution magique nationale et on vient la décliner à marche forcée. On est un peu sur l'inverse, c'est-à-dire du bottom-up, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait à partir de nos acteurs, à partir de notre territoire pour monter en compétences et développer les services. Donc de cette approche-là, ça veut dire que, par exemple, sur la mise en place de vélos électriques, c'est plus intéressant d'en mettre quelques-uns, de venir tester, de venir avoir les retours des usagers. C'est-à-dire qu'il faut concerter aussi derrière les usagers qui sont une brique essentielle de la création de nouveaux services, d'aller venir concerter également avec les élus des territoires, plutôt que finalement acheter 300 vélos et puis les déployer en disant bon, mais parce qu'on les a mis, ils vont servir. Donc c'est vraiment cette idée de test and learn, d'y aller d'une part pas à pas, en concertation, en allant vers les usagers aussi pour co-designer le service, et puis en même temps pouvoir expérimenter, être agile, apporter un niveau de réponse concret et rapide. Je prends l'exemple toujours des vaccinations pendant le Covid, où on avait 2 centres de vaccination sur le territoire, un certain nombre de seniors isolés, désaffiliés, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément de famille, etc. Donc nous, on a proposé immédiatement, pour s'engager nous aussi sur la crise qu'on vivait, de pouvoir transporter gratuitement ces personnes qui le souhaitaient vers le centre de vaccination. Donc finalement, c'est un exemple de transport d'utilité sociale. Et ça démontre, ce test and learn, vraiment la volonté de faire du sur-mesure et puis derrière de capitaliser l'expérimentation par la donnée, par la connaissance fine du territoire pour finalement aller dessiner un modèle de bouquet de services solidaires qui sera celui du Sud-Gironde, qui pourra peut-être intéresser d'autres, tout en partie, mais qui reste finalement lié à une conception de la construction de services par une approche de territoire et d'acteurs. Et merci. Et dans cette méthode, vous parlez de concertation, vous parlez de co-design. Je pense que ça doit vous demander beaucoup de temps passé à élaborer ces services. Et il y a souvent une question qui revient, c'est celle du modèle économique des solutions de mobilité. Comment vous les financez, comment vous les pérennisez aussi dans le temps? Et voilà, est-ce que vous pouvez nous partager un peu votre retour d'expérience sur ces différentes solutions? Alors tout à fait. Bon, il y a un coût qui se réduit lié au diagnostic dans le sens qu'on est plateforme de mobilité au départ et donc ça nous permet de pouvoir en fait capter les données sociales de ces 400 bénéficiaires, ce qui met en évidence finalement un certain nombre
de données qui vont nous être utiles derrière pour mieux comprendre ce qui se passe en termes de mobilité. Il y a eu aussi de nombreuses enquêtes finalement réalisées sur nos territoires. C'est une approche aussi parfois des collectivités de beaucoup commander d'études, d'enquêtes sur lequel derrière ça fait partie du diagnostic. Sur le modèle économique, maintenant, donc l'idée, c'est qu'on est sur, en tout cas sur les activités originelles de mobilité inclusive, sur finalement une forme de service public de la mobilité. Ça, c'est quand même très important parce que peu à peu vient s'imposer, y compris par exemple dans la stratégie de lutte contre la pauvreté du gouvernement, l'idée que pour agir sur les droits, sur l'accès aux droits, au pluriel, le logement, l'emploi, la culture, c'est quand même la pierre angulaire, ça repose sur la mobilité ou même les mobilités. Si vous n'êtes pas mobile, vous accédez à rien. La définition peut-être même de la mobilité, plus que du transport ou d'infrastructure, c'est bien de dire aller vers, accéder à la vie sociale, économique, culturelle, locale ou moins locale. Ce qui suppose donc finalement sur ce service public-là de la mobilité inclusive un financement public lié finalement aux compétences d'une part du département en matière de chef de file des solidarités, de même peut-être de la région au regard de ce que donne le cadre réglementaire de la loi LOM, de l'Europe dans notre cas avec un fonds social européen qui est là pour soutenir sur les territoires les projets innovants et puis les projets de développement social. Sur ces nouveaux services qu'on veut mettre en place, d'usage partagé, d'usage environnemental, qui passe d'ailleurs beaucoup plus par de la sobriété que nécessairement de la batterie électrique, j'entends par là qu'on est plus efficace finalement quand on partage un service, y compris en termes d'impact environnemental. Là, on a le soutien de la région et du plan de relance pour venir finalement financer l'expérimentation. L'idée du modèle économique derrière, c'est qu'il soit hybride, c'est-à-dire que puisqu'on est sur du tout public, à un moment donné, il faudra envisager la contribution de l'usager, même si on sait qu'en matière de transport, elle ne finance jamais le coût du service. Hein. Les gens se plaignent souvent du prix du train, mais finalement, si on leur facturait le véritable coût, je pense qu'ils tomberaient de leur chaise. D'autre part, puisqu'on va être sur finalement là encore, du service public local, d'aller répondre à des enjeux d'accessibilité de centre-ville, d'aller répondre à des solutions finalement plus vertueuses en matière environnementale ou sociale, parce que quand on fait du covoiturage, ça peut s'adresser à tous les publics, mais ça sert aussi finalement à un public en insertion pour qui ça crée de nouvelles solutions de mobilité, à moindre coût et sur des usages vertueux. Donc là, l'idée, au regard de la loi LOM, c'est de voir aussi comment les EPCI qui, chez nous, sont 3 sur 5 à avoir pris la compétence, sans forcément derrière avoir de projet, et avec quand même la volonté justement de s'appuyer sur les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc là, on peut imaginer un financement public, soit qui soit assujetti au versement mobilité, qui est prévu par la loi LOM, ou encore un cofinancement dans le cadre aussi des aides régionales pour ceux qui n'ont pas pris la compétence. Donc un modèle qui sera hybride, qui reposera nécessairement sur un financement ou des financements publics, mais qui en même temps se veut aussi d'être, je l'ai dit tout à l'heure, agile, mais performant économiquement. Ce que j'entends par là, c'est que c'est des modèles d'usage partagé. On fait le pari que c'est aussi moins coûteux pour la collectivité, que la mise en place de lignes de transport peut être régulier, assez passéiste dans l'approche, dont là, on le sait, ont un coût explosif et qui, de toute façon, lui, n'est aussi jamais totalement refacturé à l'usager. Merci pour ces éclairages. Est-ce qu'il y a des questions ? Toujours pareil, soit dans le chat, soit en montrant vos micros. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pouvez présenter votre innovation sur la cagnotte mobilité? Je sais que c'est un projet qui intéresse aussi les ateliers du bocage qui vient d'apparaître sur l'écran
sur les pôles. Donc, est-ce qu'on peut le présenter un peu plus précisément? Alors oui, tout à fait. Effectivement, en 2020, on a pré-expérimenté déjà un des services, un des 4 services, grâce au soutien de la région, là encore, et puis également du réseau Agile ESS, qui est le réseau de la mobilité des acteurs de l'ESS, enfin, qui est un des réseaux dans lequel on est membre. Et on a testé avec Apreva, de son garage social, avec ce réseau et puis Cap Solidaire, donc en Sud-Gironde, la cagnotte mobilité. En fait, assez simplement, on est parti de la volonté de récompenser l'usage vertueux pour inciter davantage à se saisir de ce mode de transport-là. Donc, la cagnotte mobilité récompense les comportements à la fois de covoiturage, que vous soyez covoitureur ou covoituré, mais également si vous faites de l'autopartage, c'est-à-dire que vous prêtez votre véhicule à une autre personne, et également l'intermodalité, par exemple un salarié qui viendrait en train puis en vélo. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un déplacement prouvé, le bénéficiaire gagnait des points qui étaient quand même très facilement, enfin très généreux. Un trajet vous rapportait déjà beaucoup de points. Et ces points, vous pouviez les convertir sur des contreparties locales dans des cinémas de proximité, dans des espaces culturels, ou avec Nord-Auto, puisqu'il y avait un certain nombre de fondations qui finançaient finalement la cagnotte même. Et Nord-Auto en faisait partie, ce qui fait qu'il y avait aussi une contrepartie sur le Nord-Auto local en termes de révision ou de réparation de véhicules. Il y a eu une 50aine de bénéficiaires sur l'expérimentation. Et là, c'est là aussi que c'est du test and learn, parce que ça nous a permis de voir quelque part déjà peut-être affiner la contrepartie, plus alimentaire pour les publics les plus fragiles. Peut-être sans faire de démagogie, mais pourquoi pas sur aussi, si on veut vraiment faire de l'incitatif, sur des cartes de carburant ou des choses comme ça. Mais finalement, plus que l'incitatif, ce qui a été révélé, c'est que une partie des bénéficiaires souhaitent vraiment, finalement, la meilleure récompense, c'est de pouvoir covoiturer et d'avoir du coup une solution de mobilité pour se rendre à son travail ou pour d'autres usages. Donc, ce qui va nous permettre maintenant dans ce nouveau projet sur le covoiturage d'aller plus loin, de garder l'incitatif, mais de pouvoir aussi créer de l'engagement dans la communauté par le biais d'un site internet, par le biais d'une animation territoriale. Donc, c'est vraiment les deux volets, à la fois l'incitatif qu'on a expérimenté, puis derrière, comment on peut aider à visualiser et à s'engager sur du covoiturage, plus par une politique d'animation et de communication. Ok, merci beaucoup. Il y a une question dans le chat, elle est plutôt pour Mathieu, je pense, de la région. Mais est-ce que sur la question du financement par la région, uniquement de nouveaux territoires, je ne sais pas si Mathieu, tu as pu voir la question dans le chat, je pense que c'est peut-être plus à ta destination. Oui, je l'ai vu. Alors après, c'est plus mes collègues du pôle transport qui gèrent ces questions-là, mais c'est des informations qui ont été données. Je ne sais pas si toutes les communautés de communes avaient bien intégré toutes ces informations-là. Mais au moment de la réflexion sur la prise de compétences, la région a bien signalé qu'elle proposait plutôt de ne pas la prendre pour que la région soit partenaire de ces projets autour de la mobilité. Au niveau de la loi, peut-être que le collègue de CEREMA pourra en discuter aussi. Mais au niveau de la loi, l'État prônait plutôt pour une prise de compétences. Mais le risque de la prise de compétences, c'est que il y a la question du financement. La question du financement dans la loi, c'est le versement mobilité. C'est une taxe que les collectivités peuvent mettre en place auprès des entreprises locales, à condition qu'il y ait un transport régulier. Et c'est la définition de transport régulier qui reste peut-être encore à bien définir. Et là, je laisserai peut-être le CEREMA répondre aussi. Mais c'est le principe qui avait été posé dès le début, avant la prise de compétences. Et en décembre 2020, a été voté au niveau de la région une politique de soutien autour de 4 €, enfin 4 € par habitant pour les collectivités qui ne prenaient pas la compétence. Donc ça avait été bien signalé. Alors après aujourd'hui, je ne sais pas encore comment les choses vont être discutées, puisque comme il y a les bassins de mobilité qui vont être mis en place, il y aura des concertations sur le territoire sur l'articulation entre les AOM. Donc toutes ces discussions-là vont avoir lieu aussi. Entre les AOM locales qui ont pris la compétence, celles qui ne l'ont pas prise, les grands projets de transport pour articuler toutes ces actions mobilité. Donc voilà, il y a
y a tout un chantier aussi qui se lance autour des bassins de mobilité. Merci Mathieu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, très bien. On va passer au dernier intervenant de cette table ronde sur mobilité en ruralité. Donc la parole est maintenant à Christophe Simonet du CEREMA. Vous êtes chargé d'études mobilité et développement des territoires. Est-ce que vous pouvez nous repréciser déjà les missions du CEREMA sur cette question des mobilités et voilà, peut-être répondre à la question de Mathieu juste avant à l'occasion. Ah, on ne vous entend pas. Pourtant, le micro est coupé. Et il est ouvert, pardon. Est-ce que vous avez bien activé le micro de votre ordinateur? Il n'y a pas un casque de branché ou... Non. Alors, là, il est coupé. Le micro est coupé. Je n'arrive pas à le... Ah ouais, il est remis. Là, c'est bon. Vous êtes revenu. Est-ce que vous pouvez parler? Ah, de très loin. De très très loin. Je vais essayer de parler fort alors. Ok. Là, pour nous, c'est bon. J'espère que c'est le cas de tout le monde. On entend très peu. Ouais, on n'entend rien dit qu'à vérifier dans les paramètres. Est-ce que vous avez un casque, peut-être? Se connecter ou se déconnecter, se reconnecter peut-être. Oui. En attendant, il y a eu aussi une question autour des transitions aussi. Je pense que c'est la question mobilité et la transition. On a fait une journée le 12 octobre à la région sur la question des transitions citoyennes. Et je pense que c'est aussi un volet important dans ces questions-là. Et comment aussi les acteurs de l'ESS intègrent cette question de la transition et peuvent être aussi innovants dans ces questions-là. Donc le rail coop avec le train, c'est forcément un axe de redévelopper le train. Là, l'homme, on parle aussi hein, des mobilités plus de proximité du quotidien. Et donc, il y a aussi toutes les solutions dont parlait Cap Solidaire aussi. Donc, toutes ces questions-là, puisque quand on parle par exemple de garage, de voiture, on peut questionner le côté transition, mais justement, il y a là aussi, il y a des réflexions sur les évolutions, des propositions. Allez-y. Non. Mince. Vient de son ordi, forcément. Oui, ça vient de chez vous. Peut-être. Est-ce qu'il m'entend ou pas? Vérifiez les paramètres de périphérique, Christophe, et vérifiez vos périphériques audio et micro. Si vous allez sur les paramètres de la réunion, paramètres périphériques, et notamment sur votre micro, peut-être, de bien remettre le micro de l'ordinateur. Sinon, tu fais la pause maintenant, sinon on essaie d'arriver. De très très loin en fait. Oui, voilà, merci Clément. Vous avez mis dans l'invitation le numéro de téléphone pour intervenir par téléphone. J'ai pas pensé. Si vous pouvez peut-être vous connecter comme ça. Restez connecté en ordinateur. Restez connecté en vidéo, mais que le son passe par le téléphone. Et Clément vient de le remettre dans le chat.
Johan Rodic. Je fais une petite intervention rapide alors en attendant. C'est aussi pour rebondir sur RAICOP et Cap Solidaire. L'intérêt, c'est aussi comment les projets ESS, par leur ancrage territorial, créent une émergence de multiples projets autour d'un projet. Donc, comme il était évoqué, RAICOP, c'est peut-être pas forcément que le train, ça va peut-être faire émerger d'autres projets autour du train, comme Cap Solidaire est parti d'initiatives collectives, associatives et collectivités, petit à petit propose de nouveaux services de façon collective. Et c'est aussi ça la différence peut-être aussi entre une proposition ESS qui va répondre et s'adapter à des besoins de territoire et démultiplier des projets par son approche collective par rapport à d'autres types d'opérateurs qui vont être très spécialisés et qui vont peut-être pas avoir cette souplesse-là et cette adaptation un peu plus sur mesure au territoire, mais plutôt sur une déclinaison un peu d'offres un peu plus standardisées. Voilà. Donc c'est aussi ça aussi, je trouve, l'intérêt moi de l'approche ESS sur la mobilité. Merci Mathieu. Est-ce que là, ça marche mieux? C'est parfait. Par contre, il y a un écho. Il coupe ce micro, lui. Il coupe ce parleur. Vite. Coupez vos Sur l'ordinateur. Coupez le son de votre ordi. Là, on est bon. Là, c'est bon? Là, c'est bon. On vous écoute. Sur le rôle du salariat. Excusez-moi. Oui, donc, Christophe Simonet, chargé d'études au CEREMA du Sud-Ouest en mobilité et développement des territoires. CEREMA Sud-Ouest, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'acronyme pour Centre d'études d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et les aménagements. C'est un établissement public pluridisciplinaire qui est sous tutelle ministérielle et qui a vocation à accompagner les territoires et l'ensemble des acteurs de la mobilité, l'accompagnement en ingénierie technique notamment. Voilà. Nous avons sur le domaine de la mobilité 5 axes, alors je ne vais pas nous passer en détail, sachant que ça va de la recherche à l'accompagnement sur la mise en place des politiques de mobilité auprès des collectivités et de l'ensemble des acteurs. Alors, le CEREMA propose des prestations directement en matière d'ingénierie technique, comme je viens de l'indiquer. Nous ne sommes pas des financeurs, malheureusement. Nous intervenons soit par réponse à des appels d'offres, soit par convention de partenariat avec les collectivités territoriales. Nous avons, puisqu'il a été évoqué la loi LOM et la prise de compétences autorité organisation de mobilité depuis le 1er juillet de certaines comités de communes. De fait, nous avons développé au CEREMA du Sud-Ouest une offre de service sur l'accompagnement de ces nouvelles AOM dans la mise en place des comités de partenaires, instances donc de réflexion et de négociation. C'est la seule obligation d'ailleurs, cette création des comités de partenaires est la seule obligation envers les AOM imposée par la loi LOM. Voilà. Comités de partenaires qui doivent se réunir au moins une fois par an et dont l'objectif premier est de mettre en place donc une stratégie, une politique de mobilité sur l'ensemble du ressort territorial de la communauté de communes ou de l'EPCI. Donc, une offre de service, pas si vite, s'il vous plaît. Merci. Donc, une offre de service sur la création de ces comités partenaires et l'animation de ces comités partenaires. Une offre de service sur la construction de la gouvernance et la mise en place d'une stratégie
Et notamment, le CEREMA a lancé depuis le mois d'octobre un appel à projet sur l'élaboration des plans de mobilité simplifiés. Voilà. Donc, les candidatures sont à déposer avant le 31 décembre, avec un accompagnement sur 2 ans. Donc ça, ce sont les interventions, les prestations que propose le CEREMA à titre direct. Mais le CEREMA est également partenaire de la démarche France Mobilité, notamment animateur de la cellule... non, c'est juste avant. Voilà. De la cellule régionale d'appui au territoire peu dense. Font partie de cette cellule régionale d'appui, donc le CEREMA, comme je viens de l'indiquer, mais également l'ADEME et la Banque des territoires, qui sont notamment des financeurs. Voilà. Et le 4e partenaire pour la région Nouvelle-Aquitaine de la cellule régionale, c'est l'ADREAL. Voilà. À ce titre, la cellule, en tout cas régionale, a pour vocation d'accompagner, de soutenir les collectivités qui veulent développer des projets de services de mobilité ou qui veulent mettre en place des politiques de mobilité. Ce qu'il faut préciser également, c'est que autant le CEREMA que le dispositif France Mobilité, c'est un réseau, hein, c'est un réseau d'experts et de spécialistes qui couvrent l'ensemble du territoire. Voilà, par exemple, le CEREMA fait fort de 8 directions territoriales, ce qui permet d'être assez proche des besoins exprimés par les diverses collectivités. Donc là, oui, la cellule régionale, je vous ai mis le lien, en fait, le lien du site de la cellule régionale qui permet effectivement de solliciter directement la cellule et notamment le CEREMA, ainsi que le site de la plateforme documentaire de France Mobilité. Le CEREMA est également partenaire dans divers programmes, notamment les programmes qui sont pilotés par l'Agence nationale de cohésion des territoires, en particulier les programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain, et un programme qui a été lancé il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Avenir Montagne, qui sont des appels à projets. Et bien sûr, nous sommes partenaires de tout ce qui est appel à projet et AMI lancé par l'ADEME, piloté par l'ADEME, et notamment en matière de mobilité et d'innovation dans la mobilité, la AMI TENMOD. Voilà. Et à ce titre, nous apportons un accompagnement technique aux lauréats de ces appels à manifestation ou appels à projet. Donc, sur cette mission d'accompagnement des collectivités, vous avez déjà cité quelques outils de l'accompagnement des gens individuels, de l'ingénierie, de l'apport d'expertise. Est-ce qu'il y a d'autres outils que vous opérez pour pouvoir accompagner les territoires sur ces enjeux de mobilité et de nouvelles aussi fonctions qui peuvent prendre la main? Oui, alors en matière d'outils, alors je viens d'évoquer assez brièvement tous les outils liés à l'ingénierie, à l'accompagnement technique, soutien, mais il existe également, heureusement, parce que les collectivités et notamment les acteurs de services de mobilité ne peuvent développer leurs services ou leurs actions que si elles bénéficient enfin en tout cas, si elles bénéficient, si elles obtiennent des financements. Voilà. Le financement, l'argent, le nerf de la guerre, c'est valable aussi dans le domaine de la mobilité. Et en matière de dispositifs financiers, donc il existe plusieurs dispositifs qui sont à disposition des collectivités ou des divers acteurs de la mobilité. Alors vous avez tous les outils, les dispositifs financiers institutionnels qui sont proposés par le service de l'État. Notamment, vous avez la dotation soutien à l'investissement local, les programmes tels que Petites Villes de demain, les fonds mobilité active pour tout ce qui est développement, expérimentation des actions liées au vélo, au développement de la pratique des modes actifs. Vous avez les programmes certificats
CE pour la mobilité. Alors j'en ai mis ici quelques-uns en titre d'exemple, notamment pour tout ce qui est développement et stationnement des vélos, stationnement sécurisé des vélos. On a les programmes à vélo 2 qui a été lancé par l'ADEME, les programmes Alvéole. Ensuite, vous avez la même chose pour le covoiturage. Voilà, donc les programmes ACOT, LICOV, pour tout ce qui est logistique également. La logistique verte, donc les programmes interludes, et orienté vers le scolaire pour tout ce qui est développement des modes alternatifs à la voiture individuelle pour les trajets domicile-école, vous avez les programmes MOBI. Ensuite, comme je viens de l'évoquer, on a toute une panoplie d'appels à projets et appels à manifestation d'intérêt. J'ai évoqué dans le cadre de la cellule régionale d'appui un des partenaires qui est la Banque des territoires, qui est un gros financeur. C'est sa mission première, c'est financer et soutenir les collectivités et porteurs de projets par de la subvention ou de la dotation, ou voire même la Banque des territoires propose des prêts, notamment le MobiPrêt, pour des durées dans plus ou moins long terme. Et ensuite, j'ai ici évoqué, qu'a déjà évoqué M. Boredon, le programme France Relance Vélo, sachant que ce programme a programmé donc 9 millions d'euros pour tout ce qui est lié à l'aménagement cyclable et 2,5 millions sur, encore une fois, les stationnements sécurisés des vélos dans les gares. Voilà. Alors, ce que je peux vous dire ici, c'est que pour tous ces dispositifs financiers sont recensés sur une plateforme qui s'appelle Aide des territoires. Donc, vous avez ici le lien. Il suffit d'aller ouvrir un compte en fait sur cette plateforme là pour trouver toutes les propositions, tous les dispositifs qui sont proposés en matière de financement et d'ingénierie dans le domaine de la mobilité. Merci beaucoup pour ces informations très claires et puis de la présentation aussi du rôle du CEREMA de guichet unique d'accompagnement et d'expertise sur ces enjeux de mobilité. Quand les collectivités viennent vous voir, quels conseils vous leur donnez pour mettre en place des offres de des solutions de mobilité qui soient à la fois pérennes dans le temps, mais aussi durables? Quels conseils vous leur donnez? Alors, en matière des conseils, le premier conseil qu'on peut dispenser lorsqu'on est sollicité, alors, les conseils dépendent effectivement du type de sollicitation, parce que toutes les situations ne sont pas sur le même plan et n'émanent pas non plus des mêmes acteurs. Ça dépend si ce sont des startups, des entreprises ou des collectivités qui veulent effectivement développer sur l'ensemble de leur ressort territorial une politique de mobilité. L'expérience nous montre que si on veut faire en sorte qu'une action ou un projet de service de mobilité puisse voir le jour et être pérenne, être durable notamment, il y a plusieurs critères qu'il faut respecter. Notamment, le premier, c'est s'assurer que les services que l'on veut mettre en place sont bien en corrélation avec les besoins du territoire. Comme l'a dit M. Boredon, ça ne sert à rien d'aller chercher des solutions qui ont été mises en place dans d'autres territoires et qui fonctionnent très bien. Ce n'est pas pour autant qu'on a la garantie qu'il fonctionnera aussi bien sur d'autres territoires. Voilà. Donc la première chose, c'est mener une réflexion qui soit appropriée et bien sûr, c'est toujours aujourd'hui un peu la rengaine, mais ce qui importe, c'est d'avoir en amont réaliser un diagnostic, c'est-à-dire faire un recensement de l'état des lieux de la mobilité sur le territoire concerné et recenser les besoins, sachant qu'en général, les besoins sont assez variés et diversifiés et qu'il sera presque, je ne dis pas impossible, mais très difficile de répondre à tous les besoins aussi. Voilà. Donc il faut aussi prioriser les actions et pour ça, il est important de
de mener un diagnostic et puis de mettre en place une planification. Voilà. Outre le diagnostic, parce que le diagnostic, il s'en fait beaucoup, ce qui compte aussi pour le territoire, c'est de mettre en place les actions et faire en sorte que ces actions-là, elles fonctionnent le mieux possible. Alors pour ça, il faut, parce que les actions, il en existe beaucoup sur les territoires, notamment en matière de ESS ou de services solidaires et sociaux. Ce qu'on a constaté, c'est que très souvent, ces services-là souffrent d'un problème de communication. Voilà. Donc la communication, c'est un axe très important en matière de développement des services de mobilité. La communication en amont, pendant la mise en place et surtout tout au long de la durée de vie du service. Voilà. L'autre point, c'est, on a parlé donc de stratégie, de planification, ça c'est important pour s'assurer que les actions que l'on met en place ou les projets que l'on va développer sont bien en corrélation avec les besoins du territoire, ça je l'ai déjà dit. Ce qui importe également, c'est d'arriver à fédérer autour de ces projets-là l'ensemble des acteurs. Alors autant les élus, techniciens, associations, et dès le début. Voilà. Donc tout ça, le portage en fait des élus est capital dans la réussite d'un projet. Hein. C'est ce que nous a montré l'expérience acquise par le CEREMA. C'est que si on veut effectivement mettre tous les atouts de notre côté, il est important que les élus du territoire soient partie prenante du projet dès le départ. Voilà. Ça, c'est un gage de garantie. Ensuite, alors, M. Bourdon a également un peu évoqué des actions, il en existe. Il ne faut surtout pas hésiter à expérimenter des solutions. Voilà. Afin de s'assurer qu'elles sont correctement dimensionnées par rapport aux besoins qui étaient exprimés. Et puis se donner le droit de se tromper aussi. Et voilà, on peut très bien mettre en place une action et puis s'apercevoir que ce n'est pas forcément celle qui répond le mieux aux besoins qui étaient exprimés. C'est pas un problème, au contraire, ça permet aussi de dire, voilà, cette solution-là, finalement, elle n'est vraiment pas adaptée à notre territoire. Voilà. Et si on veut répondre au maximum à l'ensemble des besoins et des attentes des citoyens, puisque la mobilité, quand même, c'est un service que l'on rend aux citoyens. Hein, le citoyen est quand même le premier acteur de l'écosystème de la mobilité, je dirais. Il faut lui offrir la possibilité d'avoir le choix. Outre lui offrir la possibilité de pouvoir se déplacer sans trop de difficultés, c'est aussi lui donner le choix dans la mesure du possible. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en matière de mobilité, on a plusieurs axes sur lesquels on peut effectivement agir pour mettre en place des services qui pourront répondre à l'ensemble des besoins, que ce soit autant sur des courtes distances que sur des moyennes distances, en corrélation notamment avec tous les services que peuvent mettre en place les acteurs tels que la région sur le transport régional ou voilà, soit ferré ou routier. Et puis le financement, ça évidemment, si on veut quelque chose de pérenne en matière de mobilité, il me semble qu'il est essentiel de s'assurer qu'on a un modèle économique qui soit viable, sans quoi on est quasiment certain que ça ne durera pas longtemps. Voilà. Et c'est là qu'interviennent tous les dispositifs financiers que je viens d'évoquer, et notamment toutes les aides de l'État ou des collectivités ou de la région. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a une question de Julie pour les trois intervenants, mais avant juste de prendre ta question, Julie, est-ce qu'il y a des questions spécifiquement sur l'intervention de M. Simonet, sur le rôle du CEREMA Alors, je peux peut-être répondre à la question que M. Mathieu Georgère a posée sur le versement mobilité qui est assujetti et conditionné par l'existence d'un service régulier de transport. Le service régulier de transport, la définition est donnée en fait par le Code des transports. Hein, il y a quelques critères à respecter, notamment le fait qu'un service régulier, c'est un service dont
les horaires et les arrêts sont définis à l'avance, sont connus, avec une tarification qui est fixée, et contrairement, voilà, et qui n'est pas déclenchée par une demande, contrairement à la plupart des transports à la demande, où effectivement il faut déclencher la demande pour que le service se mette en place. Voilà. Tout ça pour dire que on ne peut pas prélever le versement mobilité si et seulement si on a mis en place un transport à la demande ou un transport scolaire. Voilà. Transport à la demande et transport scolaire ne sont pas considérés comme des services réguliers de transport. Merci. Du coup, alors, je passe la parole à Julie en premier. Alors Julie, je te laisse poser ta question. Oui, bonjour, merci à tous. Donc moi, Julie Decou, je travaille donc à l'agence de développement, mais au service attractivité. Donc mon travail, c'est de faire venir s'implanter des entreprises en région. Donc des entreprises qui sont situées en dehors de la Nouvelle-Aquitaine, que ce soit en France ou à l'international. C'est voilà, les accompagner dans leur implantation. On voit que de plus en plus, moi je suis basée à Limoges, je suis aussi voilà, filiérisée, on va dire, sur la filière luxe, cuir, textile et métiers d'art notamment, mais pas que, voilà, sur les territoires Aix-Limousin et la Dordogne, qui sont quand même des territoires assez ruraux, et de plus en plus maintenant, depuis 1 ou 2 ans, on voit des problématiques de recrutement, et ces problèmes de recrutement sont liés à des problématiques de mobilité. Donc aujourd'hui, j'ai bien eu voilà l'intervention de RICOP, de Cadre Solidaire et de CEREMA que je connaissais voilà de par les différentes études qui ont été menées. Mais concrètement, aujourd'hui, il faut que je fasse des opérations de séduction vis-à-vis de des entreprises que j'accompagne pour leur dire ne vous inquiétez pas, vous aurez l'ARH nécessaire et elle est prête à se déplacer. Et quand on regarde les études de mobilité, c'est vrai qu'en milieu rural, il y en a qui sont prêts à faire 30 ou 40 km pour aller trouver un travail. Mais finalement, pour certaines entreprises qui sont déjà dans des démarches aussi RSE ou qui veulent faire attention, ils voudraient voilà, qu'il y ait d'autres choses qui soient proposées. Et il y a le temps des études, le temps de l'accompagnement au global, mais il y a le temps de l'entreprise, qui est aussi une entreprise que je disais exogène, qui n'est pas encore sur le territoire et qui a un temps, grosso modo, elle va acheter le terrain, pour peu que ce soit une friche, c'est encore mieux, sur lequel elle va construire, etc. Donc ça va être en 2 ans. Donc comment, en 2 ans, on arrive à monter un dispositif où, premièrement, en fait, finalement, dans l'offre d'implantation, leur dire, vous inquiétez pas, on va réfléchir ensemble, et en 2 ans, en mettant en place quelque chose sur le territoire à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, de monter une équipe projet. Enfin voilà, là je viens à vos conseils. Comment demain je peux mobiliser 3-4 acteurs pour les mettre autour de la table avec l'entreprise et les sécuriser finalement en disant vous inquiétez pas, on vous accompagnera, etc. Après c'est comme tout, hein, c'est l'emploi en général. C'est pas parce qu'on a un vivier de personnes employables, voilà, qui travailleront, mais au moins on aura mis tout en place pour voilà, déclencher finalement l'implantation de cette entreprise et donc le développement derrière du territoire et le recrutement. Alors c'est peut-être pas une réponse là tout de suite maintenant que j'attends, hein, parce que voilà. En tout cas, c'est un besoin qu'on voit de plus en plus sur des projets d'implantation hors métropole en fait, sur comment on travaille au-delà du recrutement, aussi la pérennité dans l'emploi pour la mobilité. Est-ce que c'est peut-être des missions du CEREMA d'intervenir aussi sur ces choses-là ou... Et ça peut être différenciant. Enfin, l'objectif, c'est aussi d'être différenciant par rapport à une autre région. Voilà, une offre d'implantation, un territoire qui a le choix entre l'Occitanie, notre voisin, et la Nouvelle-Aquitaine. Qu'est-ce qu'on est capable de lui faire sur mesure pour répondre à ses besoins? Et ce besoin-là est vraiment de plus en plus fort. Voilà, recrutement / mobilité, c'est le deuxième qui intervient après où je m'implante. Voilà. Et après, on voit les aides et compagnie, mais ça, c'est après. Monsieur Simonet, est-ce que vous intervenez dans ce cadre-là ou... Oui, alors concernant les entreprises et le développement des offres de services mobilité au sein des entreprises, notamment pour les petites entreprises, parce que les entreprises de plus de 50 salariés ont obligation quand même de mettre en place un plan de mobilité entreprise. Donc la question ne se pose pas. Et c'est vrai qu'en milieu rural,
le problème, c'est que les entreprises partent du principe que, même si effectivement elles ont de plus en plus de soucis de recrutement, elles partent du principe qu'en milieu rural, les actifs n'ont pas de problème de mobilité puisqu'ils ont une voiture individuelle. Voilà. Et à partir de ce postulat, elles ne se sentent pas concernées et surtout pas obligées de proposer en fait des services de transport. De ce fait, il est très difficile en milieu rural, en tout cas de l'expérience que l'on a nous sur la Sud-Ouest, c'est que même lorsqu'on réalise des diagnostics, il est très difficile de fédérer les entreprises autour du projet de développement d'actions de mobilité. Et de fait, le constat que l'on fait, il a du mal à trouver une solution. Et encore une fois, le problème vient peut-être aussi du fait que ça manque aussi de motivation de la part des élus du territoire, qui ne font pas non plus le nécessaire pour inciter les entreprises, en tout cas essayer de les fédérer, de mener une réflexion pour, de façon individuelle ou même collective, mettre en place des solutions qui effectivement permettraient à tous les citoyens de pouvoir accéder à l'offre d'emploi. Voilà. Ce que je peux également dire, c'est qu'il y a quand même des territoires où il se fait des choses, notamment en matière de transport d'utilité sociale, où on fait appel à du bénévolat pour justement remédier à ce problème d'accès à l'emploi et faire en sorte que des bénévoles qui sont disponibles offrent un service de déplacement pour que les gens qui sont à la recherche et en insertion puissent se déplacer pour aller au rendez-vous. Voilà. Et encore une fois, ce sont des solutions qui sont assez ponctuelles parce que là, il s'agit juste de permettre à une personne en recherche d'emploi d'accéder au rendez-vous, mais le rendez-vous, c'est qu'une première étape. Ensuite, il faut aussi avoir une solution qui soit un peu plus pérenne pour que la personne en question obtienne l'emploi et puis puisse effectivement se déplacer régulièrement sans se poser la question de savoir comment il va le faire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je résumerai en disant qu'effectivement, le domaine entrepreneurial en milieu rural est un domaine assez complexe et difficile à cerner. Merci. On a 4 questions. En premier, c'était la personne de environnement. Je suis désolée, vous apparaissez comme ça sur Teams, donc je ne peux pas vous appeler pour autre chose. Est-ce que vous voulez poser votre question? Vous avez baissé la main. Si ça s'adresse à moi, je n'ai pas compris du tout la question. Non. Alors Clément, vous aviez une question? Non plus, très bien. Oui, si, excusez-moi, j'ai une question spécifique du coup par rapport à l'intervention de la CEREMA et puis je voulais apporter quand même aussi un retour à la question qui a été posée sur mobilité et économie, et emploi, donc sans être redondant, je pense que l'outil essentiel de la mobilité pour l'emploi réside dans ce qu'on appelle, et qui existe au niveau national, des plateformes de mobilité. Puisque l'objectif, c'est bien de rendre mobile la personne pour qu'elle puisse aller en emploi. Si je le résume, c'est quand même ça. C'est ce qu'on fait nous au quotidien. On s'appuie sur un pôle mobilité derrière qui peut être de la location de véhicules, qui peut être aussi d'autres choses. Donc effectivement, ce qui me paraîtrait important pour un territoire et des entreprises qui veulent trouver des solutions de mobilité pour que les gens puissent aller travailler, c'est sur le territoire qui sera le vote, de regarder s'il n'y a pas une plateforme de mobilité qui, d'une part, a un rôle de solution, mais aussi de coordination et d'animation territoriale autour de ces questions-là. Donc ça, c'était un retour quand même important. Je voulais effectivement faire aussi un trait d'ironie, quand même, si on peut débuter la semaine comme ça, en disant que pour les entreprises et pour les communautés de communes qui ont fait le choix de prendre la compétence mobilité et qui l'assujettiraient à un versement mobilité, on peut craindre qu'il y ait une certaine forme de dumping finalement fiscal parce qu'il sera plus cher d'entreprendre dans un territoire taxé par une VM. Mais ça, à voir aussi
selon le niveau de service. Hein, c'est peut-être plus une crainte que je peux avoir, moi, pour que les entreprises réagissent comme ça. Et puis aussi confirmer que les entreprises sont pas très motrices de ces logiques-là. Ça, je confirme ce qu'a dit le CEREMA. Et en même temps, c'est compliqué. Nous, on a une grosse entreprise sur notre territoire qui s'en est un petit peu occupée. Et finalement, la nature de l'emploi, la nature de la réalité de l'activité fait que, par exemple, ils ont regardé le covoiturage et ils ont dit ben, ça ne peut pas marcher parce qu'en fait, nos centaines de salariés arrivent tous en horaire décalé. Donc là, ils ont plutôt mis en place du vélo électrique. Mais c'est vrai que c'est important d'aller aussi se confronter à des entreprises. Ma question spécifique pour M. CEREMA, maintenant, je le remercie d'avoir défini service régulier de transport avec la notion de régularité. Et je voulais, s'il le veut bien, qu'il vienne préciser la notion de transport public. Donc, dit autrement, est-ce que la collectivité qui veut mettre un service régulier de transport doit le faire, je dirais, en régie directe, ou est-ce qu'elle peut le confier à un acteur tiers, éventuellement privé, et est-ce que du coup, dans ce cas-là, ça satisfait à la caractéristique de service régulier de transport? Merci beaucoup. Merci pour la question. Alors, je dirais oui, par délégation, une AOM peut confier le service et l'exploitation d'un service de transport régulier à une société privée. Voilà. On n'a pas obligation de l'exploiter en régie. Très bien, merci. On avait une question de Guillaume, Zinae, et après Mathieu. Oui, pardon, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis chargé de mission à INAE, qui est l'inter-réseau régional des structures d'insertion par activité économique. Alors, c'était pas à proprement parler une question, plus une réaction par rapport au sujet évoqué, notamment en lien avec la question de la problématique de recrutement sur le territoire. Vous avez évoqué également le transport d'utilité sociale. Et peut-être en complément de ce que nous disait à l'instant Clément, si je ne me trompe pas de prénom, pardon, le directeur de Cap Solidaire, où certes la plateforme mobilité est un outil, mais en tout cas pour ce qui concerne les personnes éloignées de l'emploi, il y a d'abord, avant de pouvoir profiter des offres que propose la plateforme mobilité, un travail à mener sur le frein à la mobilité, et notamment l'accessibilité au permis de conduire tout simplement, pour permettre une solution en autonomie. Du coup, moi je voulais simplement en fait évoquer avec vous le fait que nous venons de déposer un dossier aujourd'hui dans le cadre de l'appel à projet stratégie de lutte contre la pauvreté pour expérimenter en fait l'essaimage d'un dispositif qui a été donc qui est en cours d'expérimentation sur le territoire de la communauté de communes de Montesquieu en Gironde, qui permet aujourd'hui à plusieurs SIAE de mutualiser du transport en semi-collectif sur les trajets de domicile-travail pour les salariés en parcours. L'intérêt de ce dispositif-là, c'est qu'il permet d'une part de répondre à la problématique de recrutement des SIAE, qui est la même aujourd'hui que les problématiques que rencontrent les entreprises dites conventionnelles. Donc notamment en territoire rural, aujourd'hui on a un blocage sur cette mobilité qui ne permet pas l'accessibilité au dispositif de l'IAE, donc qui ne permettra pas ensuite de travailler forcément sur le frein mobilité pour ces personnes-là. Donc l'idée de ce dispositif, c'est sur une solution en autonomie sur la mobilité professionnelle. Oui. On t'a perdu. Pardon, excusez-moi. Et du coup, de manière parallèle, nous essayons d'accompagner à l'essaimage des activités de transport d'utilité sociale pour répondre tout simplement à l'enjeu d'avoir un opérateur qui puisse, par exemple en complément de ce que propose aujourd'hui un acteur comme Titi Floris, répondre à cet enjeu sur les territoires et puis nous parallèlement pouvoir développer aussi l'offre d'insertion sur les territoires. Donc voilà, je voulais vous présenter un petit peu ce projet. Donc on vient juste de déposer le projet là vendredi, on attend les résultats. J'ai noté par contre l'appel à projet dont nous a parlé CEREMA tout à l'heure, qui pourrait être complémentaire d'ailleurs. Je pense que c'est plutôt les territoires qui doivent postuler là, si je ne me trompe pas. J'ai vu 2 appels à projets en fait. J'en ai vu un mais qui est terminé. Donc Tenmod,
qui s'est terminé là au mois de mai. Mais il y en avait un second, Avenir Montagne Mobilité, si je ne me trompe pas, jusqu'à la fin de l'année. Et donc, je vais essayer de regarder ça de plus près pour voir comment ça pourrait être complémentaire là, au dossier qu'on vient de déposer. Et donc, je voulais vous en parler pour voir aussi comment, sur les territoires, on en a pré-identifié 8, donc sur 8 départements de la Nouvelle-Aquitaine, voir comment on pourrait être complémentaire avec les projets en cours et les solutions qu'il y a aujourd'hui sur les territoires. Sur ce point-là, on en a déjà pris un peu de retard. Je vous propose que M. Sidney, vous répondiez directement à Guillaume, peut-être soit dans le chat, soit par la suite. Mathieu et Thomas, je vous demandais d'être très concis sur vos questions ou vos réflexions, parce qu'on a encore une seconde table ronde sur numérique et mobilité. Et voilà, on a déjà pris du retard, donc je vous annonce déjà qu'on va finir en retard. Est-ce que Mathieu et après Thomas? Je vais laisser Thomas, je pense qu'il voulait réagir sur la plateforme mobilité. Thomas. Merci Mathieu. Alors, donc très rapidement, parce que pour faire un lien entre ce que disait Guillaume justement et ce qu'avait dit avant Clément, parce que là c'était assez intéressant justement. Donc moi je suis en charge de la direction régionale de la plateforme mobilité WeMove. Nous travaillons d'ailleurs avec aussi Capsulegear qui sont nos alter ego sur le sud Gironde. Nous on est en charge sur la zone de Bordeaux, de la Haute-Gironde et du bassin d'Arcachon-Val de l'Air. On travaille aussi dans d'autres départements. Non, là, ce que je voulais revenir, c'est que justement, ce projet, ce dispositif dont parle Guillaume et qui est en tentative justement d'essaimage sur d'autres départements, c'est très intéressant ce que disait Clément, de avant tout regarder s'il y a une plateforme mobilité sur un territoire, parce que ce projet-là, on a accompagné les SIAE du territoire pour justement le mettre en place à l'échelle expérimentale à la base, et on avait travaillé sur ce regroupement en fait d'une demande qui existait à plusieurs endroits. Justement, le mot plateforme il intervient là, rassembler les gens, se rendre compte qu'en fait, il y a tous les ferments et tous les acteurs déjà présents pour arriver à créer quelque chose sans amener de nouveaux acteurs ou amener de nouveaux dispositifs. Ce transport micro-collectif au niveau de la communauté de commune de Montesquieu, il est très symptomatique. Donc, je pense qu'en effet, la première étape pour arriver à faire le lien entre une demande d'emploi, entre une offre d'emploi et entre des opérateurs existants, c'est avant tout ces plateformes de mobilité qui vont jouer ce rôle d'animation. Voilà, c'était juste pour enchérir un petit peu là-dessus parce que ça me semblait symptomatique. Et juste très court, ça fait un peu la transition, je pense, avec les autres interventions. C'était pour rebondir. En intro, j'ai parlé de ça justement, de l'ESS comme ressource de projet autour de la mobilité. Et donc, par rapport à ces questions d'entreprise, c'est comment les collectivités mettent autour de la table aussi l'ensemble des acteurs pour travailler sur l'ensemble des besoins, que ce soit des entreprises, des habitants, des associations, et du coup de répondre plus globalement en travaillant avec l'ensemble des acteurs en coopération, puisqu'en fait les services, il y en a plein qui existent. On voit les plateformes mobilité, il y a aussi Mobicoop, aussi sur tout ce qui est covoiturage avec des outils, des plateformes numériques adaptées à chaque territoire. On a les projets qu'on va voir tout à l'heure aussi autour du numérique. Et il y a aussi pour l'ESS par rapport au financement, c'est la question aussi de ce travail-là collectif où il peut y avoir aussi des entreprises qui financent les projets, puisque ça leur sert aussi, et que l'ESS n'est pas en direction que de publics vulnérables. Donc ça peut être aussi une offre qui est à la fois très vigilante à l'accessibilité de tous, mais qui peut être aussi une offre plus globale pour l'ensemble des habitants, ce qui fait qu'aussi ça amène aussi d'autres revenus. Donc cette réflexion aussi d'offres globales et adaptées à chacun, et de coopération sur les territoires avec multiples financements, et le rôle important des collectivités pour animer tout ça sur un territoire, où la région peut soutenir justement ce travail d'animation territoriale, notamment à une échelle aussi significative. La question de l'échelle est importante aussi, pour qu'on soit bien en cohérence avec les déplacements des personnes. Très bien, merci Mathieu pour cette synthèse de la table ronde, c'est parfait. Je vous propose qu'on fasse quand même 2 minutes de pause et après qu'on revienne très vite pour la seconde table ronde. On va essayer de finir pas trop tard, mais ça sera déjà plutôt autour, à mon avis, de 12h, 12h25. On vous laisse, là il est très exactement 11h35. 11h35, donc à 11h37. Vous êtes de retour devant votre écran pour écouter nos 3 intervenants suivants sur le thème mobilité et numérique, comment gérer l'inclusion des publics tout en ne négligeant pas la question de la sobriété numérique. Merci.